Bonjour les amis, aujourd'hui on est à l'extérieur avec les lunettes de soleil. Et oui, parce qu'on est à Paris Ludique et il y a un magnifique soleil à Paris là aujourd'hui et il fait même chaud. Voilà, parce que c'est le retour de Paris Ludique, donc après un an d'arrêt. Une année de trêve olympique, voilà, donc ça fait quand même plaisir de retrouver ce festival. Parce qu'il y a énormément de bénévoles qui travaillent ici et ils sont toujours super sympathiques, il y a un accueil hyper chaleureux à chaque fois. Hein. C'est ça, et puis donc le site était occupé par les Jeux Olympiques l'année dernière et là ils n'avaient pas pu le faire, là ça y est, c'est reparti. Donc Paris Ludique 2025 est ouvert et du coup on va aller se promener un petit peu et puis essayer des jeux. On va tester un petit peu des choses, on va vous parler des coups de cœur, un petit peu des choses qu'on a pu tester. Et ouais c'est ça, on va tester, je pense, on va vous présenter un petit peu les jeux qu'on aura testés au fur et à mesure. C'est ça. Et puis on vous donnera un petit peu à la fin notre conclusion, notre classement de ce qu'on aura préféré sur le festival. C'est ça, et moi je vais revenir avec quelques interviews pour le podcast également. Exactement. Voilà. Et ben allez, générique et puis c'est parti, on découvre le premier jeu. À tout de suite. Voilà le premier jeu que l'on essaye aujourd'hui sur le PEL. Eh bien, il s'agit de Seven Wonders Dice, donc de Monsieur Antoine Boza, édité chez Repos Productions, distribué par Asmodée et bien évidemment, comme toute la gamme de chez Seven Wonders. C'est ça, donc le nouveau arrivé de la gamme. Exactement. Alors là, hop, je vais vous montrer avec la petite caméra. On est sur un jeu de, comment tu as dit tout à l'heure ? Shake and Write. De Shake and Write. Allez, montre-nous un petit peu. Alors, Shake and Write. Pourquoi Shake and Write ? Parce qu'on a des dés, voilà, forcément, puisque un jeu de dés, de roll and dice d'habitude, mais là, du coup, on ne fait pas rouler les dés, on va les shaker, donc les bouger dans la boîte. Et ils viennent se positionner dans différentes cases qui donc permettront d'utiliser de pouvoir cocher les différentes dés par rapport au coup. Et vous allez avoir des coups différents. Si tu utilises, en fait, chaque joueur va jouer simultanément. Ouais. C'est ça le truc. Le but du jeu, c'est évidemment d'avoir le maximum de points, comme dans tous les autres jeux de Seven Wonders. Vous n'allez pas être perdu parce que vous allez retrouver les différentes thématiques, on va dire, de Seven Wonders, à savoir le commerce, la technologie, la science, la technologie, etc. La guerre. Pour la guerre, évidemment, la guerre, ça c'est important, pour pouvoir marquer des points. Mais là, en fait, tout le monde va jouer avec les mêmes dés. Alors du coup, là, je on montre prend pas la le dé, piste de dés. On l'embarque pas le dé. Hein. Voilà, en fait, moi, si je veux jouer avec le dé rouge, qui est le dé de la guerre, toi aussi, tu peux jouer avec le dé rouge. C'est ça. Et en fait, vous avez des coups qui sont indiqués. Vous voyez ici en bas à gauche le 0 pièce, en au-dessus le 1, 1 pièce, 2 pièces et 3 pièces. Ça veut dire qu'en fait, sur mon plateau principal, je vais avoir des pièces de départ qui sont signalées par un petit cercle noir. Et en fait, je vais pouvoir donc utiliser des pièces pour choisir soit une pièce, soit 2 pièces, soit 3 pièces, soit 0. Donc ça veut dire que je n'utilise aucune de mes pièces. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir agir par rapport à la couleur de mon dé. Et oui. Et alors, ce qui est important quand même dès le départ, c'est quand même aussi de récupérer des ressources, forcément. Puisque les ressources, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir acheter exactement nos comme actions. Dans la gamme Seven Wonders. Voilà, donc forcément, on retrouve les ressources habituelles, qui sont la pierre, le bois, les briques, les parchemins, etc. Voilà, et en fait, vous avez ici des valeurs de ressources. Par exemple, ici, le 0, c'est-à-dire que je peux faire évoluer cette ressource en choisissant un dé. Si imaginons que je choisisse le dé ici de la pierre. C'est-à-dire que ma pierre, à moi, elle me coûte 0 ressources, puisque c'est indiqué juste au-dessus. Ça veut dire que je peux cocher cette ressource gratuitement. Voilà, ça me coûte 0 pièces d'or et ça me coûte 0 ressources, donc je peux la cocher. Donc maintenant, j'ai une ressource. Et en fait, c'est comme une entreprise, une usine qui fabrique des ressources. Et c'est-à-dire qu'à chaque tour, je vais fabriquer des ressources, donc je n'ai pas besoin de aller rechercher de la pierre. On l'aura à chaque fois maintenant. Voilà. Et du coup, si je n'ai pas assez de ressources, je peux les remplacer par des pièces. Sauf que les pièces, évidemment, vous en doutez, elles seront en quantité limitée. Et du coup, il va falloir peut-être aller en chercher, comme par exemple avec le petit chameau. Ici, on peut y chercher 7 pièces d'un coup. Donc ça va être bien pour aller une chercher. ressource, d'ailleurs, tu pourrais le faire là. Voilà. D'ailleurs, tu pourrais le faire là en payant 1. Je paye une pièce d'or. Tu payes une pièce grâce au petit chameau. Ah oui, tiens, voilà. Je paye une pièce d'or. J'utilise le dé jaune chameau. Et donc, tu peux utiliser pour ces 3 actions-là. Donc là, effectivement, j'ai envie de gagner des pièces. Donc j'ai déjà une ressource puisque j'ai cette ressource-là. Donc ça veut dire que le petit 1 qui est en dessous du 7 de cette pièce, c'est validé parce qu'on a déjà une ressource. C'est ça. Et là, on a 7. Donc on peut tout de suite se remettre cette pièce. Exactement. Et là, du coup, soit les pièces, on va les utiliser pour payer le coût des dés, soit on va les utiliser pour remplacer les ressources manquantes que l'on aura. Voilà, donc on a également ici les merveilles, juste dans le haut là, de notre plateau. Donc on peut arriver à fabriquer une autre merveille en 3 étapes. Donc ça veut dire que soit on utilise un dé,
soit on récupère de l'argent si on n'a plus assez d'argent, soit on construit la merveille. Donc en fait, si vous ne choisissez pas de dé, vous pouvez aller cocher une merveille à condition d'avoir les ressources. Tu pourrais très bien la construire, celle-ci, puisque même si tu n'as qu'une ressource, tu peux utiliser une ressource et 2 pièces. Tu utilises ta ressource, tu décides d'utiliser 2 pièces. Exactement. Tu décides d'utiliser 2 pièces, voilà. Et tu peux construire ta première merveille. Et là, pour le coup, tu peux soit aller cocher dans la zone des points de victoire, dans la zone bleue, soit cocher dans la zone du marché. Voilà. Et en fait, tout est simple, tout est fluide, parce que dans les dés, le dé bleu va correspondre à la zone bleue, le dé vert à la zone verte, le dé jaune à la zone jaune. Voilà. Et vous allez pouvoir, grâce à la science, remplacer des dés. Et en fait, on va avoir des dés qui sont juste ici, le dé violet, le dé noir et le dé blanc, qui vont venir en remplacement des dés de matériaux, des dés de ressources, grâce à l'évolution en fait dans votre case verte. Et ça, du coup, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi la guerre. Alors la guerre, c'est pas mal aussi, parce que la guerre, pour le coup, dans Seven Wonders, on fait la guerre à nos voisins en direct. Et là, c'est la même chose en fait. On va faire la guerre sur les plateaux côte-côte. Donc cette zone rouge là va correspondre à la zone rouge à côté, la zone droite contre la zone gauche du voisin, etc. Et la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'ici, vous avez une zone de bouclier, une zone d'épée. C'est-à-dire que si le dé, il est ici, comme sur cette position d'épée, c'est-à-dire que je peux utiliser l'épée pour dire que j'attaque mon voisin de gauche, parce que là, j'utilise l'épée, donc c'est la partie gauche de mon plateau, alors que sur la partie droite, c'est une hache. Et en fait, je vais dépendre de combien mon adversaire a de boucliers. Voilà. Donc je vais réduire d'autant de points de victoire que de boucliers de mon adversaire. Donc c'est comme ça que vous allez jouer. Et au fur et à mesure que vous allez remplir complètement des zones, donc que ce soit des zones de guerre, des zones de technologie, des zones de science, et bien vous allez valider en dessous des petits sabliers. Voilà. Lorsque vous avez rempli les 3 sabliers, ça veut dire que vous mettez fin à la partie. Et on compte les points. Et on compte les points. Voilà, alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, c'est un roll and write dans lequel on retrouve la technique un peu vraiment de tous les roll and write, donc on n'est pas perdu. Voilà, déjà, on n'est pas perdu non plus si vous connaissez l'univers de Seven Wonders. Je trouve que c'est très, c'est très intuitif par rapport à ce qu'on doit faire. Donc les points de repère, ils sont là. Moi, j'aime beaucoup le côté shake and write. On n'avait pas vu encore ça. C'est vrai qu'en plus, on pourrait imaginer que les dés ne se retournent pas, mais ils se retournent grâce aux petits relief dans la boîte, quoi. Donc voilà, après si vous êtes fan des roll and write, je pense que c'est le genre de jeu qui va forcément vous plaire, parce que il est quand même assez je pense qu'il est assez profond. On peut vraiment essayer plusieurs tactiques différentes. Il faut pas trop négliger non plus certaines parties. Je pense qu'il va falloir regarder vraiment sur quoi les voisins accentuent leur stratège, parce que leur stratégie. Et c'était une première partie. Donc, parce que du coup, j'ai un peu mis fin à la partie, alors qu'en fait, j'avais 26 points de retard sur la gagnante. Donc, en fait, c'est ça. Je pense qu'il va falloir vachement faire gaffe à quand on déclenche la fin de partie. Parce qu'on peut la déclencher effectivement assez vite, mais il va falloir quand même regarder bien ce qui se passe sur les autres plateaux. Et on peut jouer comme à Seven Wonders à 7 joueurs. Donc, 7 joueurs, donc on a 7 plateaux personnels qui sont asymétriques. Ouais. Donc moi, je pense au niveau des merveilles, ils sont asymétriques au niveau des merveilles. Donc c'est plutôt réussi, et moi je trouve, même si effectivement ça renouvelle pas forcément le genre, à part le côté chèque. Voilà, moi j'ai trouvé sympa. Ça n'invente rien de spécial, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, et c'est plaisant parce qu'on est dans un terrain connu. C'est ça. Alors c'est pas dans une terre inconnue, on est dans un terrain connu. Donc ça c'est plutôt cool. En fait, on serait dans une autre thématique, ça marcherait aussi, mais là du coup c'est vrai que ça fait plaisir. C'est ça fait plaisir. Et puis c'est réussi. Et voilà. Et écoute, on va aller voir le prochain jeu. Et alors attends, ça sort quand ? Ça sort à Essen. Ça sort à Essen au mois d'octobre. Bien vu. Oui. Ça sort à Essen, donc octobre. Vous pouvez compter octobre, fin d'année. Ouais. Voilà. Pendant les vacances d'octobre. Allez, on va voir autre chose. Allez, c'est parti. On est chez Explorate et on va découvrir le jeu Premier Contact. Donc c'est un jeu qui est actuellement en financement participatif. Ça se termine très vite. Donc après, il y a le Late Pledge sur tout l'été. Voilà, donc Premier Contact, c'est un jeu de track, de cherche et trouve, de Michael Munoz, et donc les illustrateurs Vidu et Titouan Crasson. Voilà, donc on est sur un plateau. Alors je vais reprendre ma petite caméra pour essayer de vous montrer un petit peu le plateau un peu mieux. Voilà. Donc vous avez en fait des hexagones un petit peu partout. Ça, ce sont des terrains sur lesquels vos explorateurs, enfin vos détectives, vos chasseurs, vos chasseurs vont pouvoir aller se déplacer
pour essayer de traquer un alien qui a atterri. Alors l'alien, vous avez la petite soucoupe volante juste ici, mais c'est pas forcément son point de départ, hein. Tout à fait. En fait, vous allez partir des villages qui sont juste là, et en fait, vous allez vous déplacer, essayer de trouver l'alien en utilisant des gabarits comme ça qui seront soit en carton, soit en acrylique si vous prenez la version deluxe du jeu. Et en fait, ça va vous permettre de poser à l'alien la question: est-ce que tu es dans la zone de mon gabarit? Voilà. Donc il y a forcément un joueur qui joue l'alien, et après les autres détectives qui peuvent jouer. Soit tu joues tout seul le détective et tu joues tous les personnages, soit tu peux jouer à plusieurs et donc coopérer pour se mettre d'accord sur qui va faire quoi. Donc là en l'occurrence, on a 3 personnages. Voilà, trois personnages avec 3 pouvoirs différents. Ils ont des nombres de pas différents suivant leur capacité. Et ensuite, ils n'auront pas le même pouvoir, le même choix, on va dire, de zone. Ils auront des zones différentes. C'est-à-dire que le joueur, celui-ci, il est où le gabarit? Il est là. Lui, il pourra analyser en ligne droite. Analyser exactement en ligne droite. C'est-à-dire que lui, en fait, il peut chercher bien dans toute une ligne hors champ d'obstacles. C'est-à-dire que là, par exemple, si on faisait ça dans cette ligne-là, c'est très mal placé parce qu'en fait, ça veut dire qu'en gros, on fait notre contrôle, voir s'il y a l'alien sur la forêt, mais la montagne nous cache tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est pas très malin en fait. Non. Alors lui, il a la capacité, c'est un montagnard, il a la capacité d'aller en montagne pour du coup avoir une grande zone de recherche. Exact. Voilà, donc lui va pouvoir rechercher beaucoup plus loin. Parce que depuis la montagne, évidemment, on voit vachement mieux les choses. Voilà. Mais par contre, forcément, ça laisse beaucoup plus de cases où même si l'alien nous dit oui, je suis détecté. Ouais, ok, mais ça fait quand même un certain nombre de cases. C'est ça. Alors sachant que l'alien, il ne peut pas du tout aller dans l'eau, ni aller dans les montagnes. Donc ça peut forcément. Et l'alien a 5 points de déplacement. C'est ça. Et à partir d'un endroit, en fait, s'il traverse une forêt, ça lui coûte 2 déplacements, un village 3 déplacements et une zone de plaine 1 déplacement. Donc par rapport à des endroits potentiels où vous pourriez le détecter, évidemment, ça vous donne des endroits possibles où il peut aller derrière. Voilà. Et donc là, on a un système d'enveloppe avec des missions différentes. Alors, ce n'est pas un legacy, mais il va y avoir plusieurs missions qui vont être différentes, pas forcément plus compliquées, c'est ce qu'elle nous disait. Alors, dans Kickstarter, on nous disait qu'il y aurait à peu près 10-12 missions, je crois. Et puis autant de personnages. Il y en aura moins dans la version boîte retail après. Voilà, la boîte retail, je crois que ça aura 6 personnages, il me semble, de mémoire. Donc avec des capacités, des pouvoirs différents. Mais la rejouabilité, de toute manière, elle sera constante puisque à chaque fois qu'on fait une partie... L'alien ne partira jamais du même endroit. Exactement. Dans une enveloppe, si sa mission c'est d'aller chercher des pièces de vaisseau dans un village, ce sera toujours ça, mais ce sera jamais le même endroit, jamais le même village. Donc au final, ça se joue très bien. Et donc on peut peut-être juste montrer le paravent de l'alien. Avec sa petite zone avec un feutre effaçable. Voilà. Alors là, on est sur du proto, bien sûr. C'est du proto. T'en montres mieux. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis vous allez noter sur votre paravent un petit peu à la manière de l'île au trésor, parce que c'est vrai que ça fait quand même penser à ça. Oui, en fait, on a l'impression que c'est un petit peu un mélange entre l'île au trésor, Redwood avec des gabarits et puis la bête. Donc voilà. Et en fait, au début, c'est ce qu'on s'était dit. Ouais. Et puis en fait, quand on arrive à jouer au jeu, en fait, le jeu il est super fun. On a eu un vrai plaisir. Et vraiment, ça a été un grand plaisir de jouer à premier contact. Donc vous allez pouvoir également vous faire votre propre avis en allant sur la page Kickstarter. Donc aujourd'hui, on est en train d'enregistrer. Alors le temps que la vidéo sorte, ce sera peut-être même fini le Kickstarter. Voilà. Mais on est le samedi. On est le samedi de PRI Ludique. Ça se termine le mardi juste après. Donc c'est très court, mais vous allez avoir forcément le Pledge Manager et le Late Pledge qui vont s'ouvrir juste derrière jusqu'à la fin de l'été. En tout cas, on a vraiment apprécié notre partie, on était en bonne compagnie en plus et ça s'est joué au dernier tour. Et c'est pour une livraison assez courte puisqu'on est sur une livraison pour le dernier trimestre 2025. Ouais. Et un petit peu plus tard en boutique. Donc normalement, si vous commandez votre jeu là, vous avez des chances de l'avoir sous le pied du sapin. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est Premier Contact. C'est le nouveau jeu de chez Explorate. Voilà, bien connu pour Fédération, AI 100% humain, les experts, etc. Donc, et puis il y avait un jeu Monster, je sais plus quoi, Big Monster, voilà. Et donc c'est leur tout nouveau jeu. Donc allez jeter un œil à la campagne et faites-vous votre propre avis. Voilà, allez on passe à autre chose. Le nouveau jeu que l'on va vous présenter, il s'agit de Take Time. Take Time, c'est le nouveau jeu de chez Libellud, donc toujours distribué par Asmodée. Et oui. Alors celui-ci, il a fait quand même déjà parler de lui depuis Cannes. Oui. À Cannes, il avait été monté en avant-première et c'est vrai que là, parce que c'est par sa beauté. Take Time, on nous a dit Take Time, c'est super et tout machin. Donc là, enfin, on l'a essayé. Voilà, donc on peut vous en parler. Donc un jeu coopératif. Exactement, à communication limitée. Même. Exactement, bien joué. Donc en fait, on a le principe, c'est qu'on a une pendule ici.
La pendule, elle a une petite aiguille, voilà, qui nous indique donc le palier numéro 1. Nous sachons que sur cette pendule, il n'y a pas 12 cases, mais il y a 6 cases. Oui. Et sur cette pendule, eh bien, en fait, vous allez devoir jouer des cartes qui ont une valeur entre 1 et 12, mais vous avez 12 cartes blanches et 12 cartes noires. Voilà, donc du coup, vous avez 2 séries de cartes de 1 à 12. Donc ça fait 24 cartes, mais on va nous en distribuer que 12. Exactement, parce qu'on va les mélanger, et du coup, on va nous en distribuer 12. Donc suivant le nombre de joueurs, eh bien, vous aurez plus ou moins de cartes, évidemment. Et du coup, eh bien, vous allez devoir replacer vos 12 cartes autour de la pendule, sachant que vous allez, bien sûr, comme vous vous en doutez, devoir placer en première case les cartes les plus petites et arriver au fond la somme cumulée la plus grande sur la 6e case. En ordre chronologique, voilà, de points, de valeurs. Et il va falloir se limiter à 24 points par case. Mais ça, c'est la règle de base. Après, voilà, il y a des ajustements, bien sûr. Il y a des ajustements, comme par exemple ici, où vous avez un petit signe infini dans le milieu qui vous dit que cette règle des 24 cases, eh ben, on s'en fout. On s'en fout pour ce premier niveau. Voilà. Donc du coup, on peut mettre plus que 24 points par heure, on va dire, sur les 6 heures. Mais en revanche, on va voir quand même qu'est-ce que c'est par contre cette petite roue ? Alors cette petite roue, là, nous indique qu'à 2 joueurs, on va pouvoir placer chacun une carte, à deux cartes visibles sur l'ensemble de la partie. Parce que tu peux très bien placer toi-même 2 cartes visibles, tout à fait. ou alors moi, ou chacun une, peu importe. C'est ça. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas plus de 2 cartes visibles. Et du coup, là, on a nos cartes qui sont juste ici. Vous voyez qu'on a... Alors, je vous les montre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'ai ces cartes-là. Ça veut dire que face cachée, il va falloir que alors sauf 2 qui seront face visible, il va falloir que je joue des cartes pour essayer que ce soit dans l'ordre, comme on dit, chronologique, croissant. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi ne pas se parler. Par contre, on a le droit de se parler avant la distribution des cartes. On peut faire une stratégie. Voilà, se dire on fait une stratégie. Voilà, on pense qu'il faut plutôt mettre des cartes vraiment jusqu'à maximum 6 de valeur ici. Enfin voilà, on peut décider de Tout à l'heure, par exemple, oui, on s'est dit sur les 3 premières heures, on va jouer des cartes de 1 à 6, et puis sur les 3 prochaines heures, on va jouer des cartes de 7 à 12. Ça veut dire que sans les dévoiler, on savait déjà que les cartes qui étaient sur cette partie-là du plateau étaient des cartes qui étaient entre de valeur 1 à 6. Mais ça va pas marcher bien longtemps, parce que le jeu, là vous avez le niveau 1, donc le disque 1 de l'enveloppe numéro 1, sachant que dans chaque enveloppe, vous avez 4 disques, il y a 10 enveloppes, donc 40 ça fait 40 niveaux. Et il y a des règles spécifiques pour chaque disque. C'est ça. Et pour l'instant, on ne sait pas non plus, parce que pour l'instant, c'est très secret. Donc, on a juste fait les 4 premiers niveaux de l'enveloppe 1. Voilà. Mais je pense que les contraintes vont se corser sérieusement au fur et à mesure du jeu. Et alors, comment ça va jouer ? C'est que soit toi, soit moi décidons d'être le premier joueur. C'est-à-dire que le premier qui pose une carte, eh bien, il la pose. Et puis après, c'est dans l'ordre, on va dire, horaire autour de la table, suivant le nombre de joueurs, pour que vous puissiez jouer vos cartes. Et puis, voilà, ça va être un petit peu comme ça. Donc, alors, vous avez des contraintes. Sur ce premier niveau, en contrainte, on a que la première carte, le premier temps, on va dire, il va falloir que ce soit une seule carte blanche. Et sur le dernier temps, il faudra que ce soit 3 cartes. 3 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Voilà, donc il va falloir essayer de cumuler forcément des grosses cartes sur la fin pour qu'on puisse avoir quelque chose de croissant entre notre première et notre 6e heure. Voilà, alors qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben moi j'en ai pensé que ça va être très addictif ce genre de jeu. Oui. Voilà, ça c'est très très addictif parce que on a envie de s'acharner, clairement. On n'a pas été très bon, on peut vous le dire dès le départ. Alors en fait c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on a joué. Alors j'espère qu'ils regarderont la vidéo. C'est parce qu'on a joué avec Jolène, Renard Ludique et Jonathan. Voilà. Et du coup, bon, c'est méchant de notre part de dire que c'est de leur faute, mais puisque du coup on va dire que c'est de leur faute. Voilà, comme ça ils ont bon dos et c'est de leur faute si on était obligé de recommencer. Voilà. Disons que le premier niveau, on l'a perdu direct, donc c'est vrai qu'on s'est dit c'est mal barré. La première carte jouée était déjà morte la partie. Donc je pense que ça peut être assez drôle. Ça peut être oui, je pense que ça peut être ce genre de jeu assez drôle. Je pense qu'il faut bien choisir ses partenaires de jeu par contre, parce qu'il faut peut-être bien se connaître aussi, parce que c'est pas forcément évident les jeux à communication réduite. C'est tout le sel du jeu, quoi. Donc voilà, moi je sais que le premier niveau là, que l'on a fini par réussir en une trentaine de minutes, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir la suite des enveloppes. Un premier niveau, ça veut dire les 4 disques. C'est-à-dire on a fini la première enveloppe en 30 minutes. Donc ça c'est la première enveloppe, et après voilà la deuxième.
Et en fait, la direction artistique est juste magnifique. Il faut dire aussi qu'aux illustrations, on a Maud Chalmel. Voilà. On reconnaît bien son style. On reconnaît son style. Ah ouais, et puis, ouais, la direction artistique, c'était Maeva da Silva. C'est quand même Harmonise. Donc, voilà, rien que l'univers est magnifique. Donc, on a envie d'aller voir la suite, rien que pour les illustrations, moi, je trouve. Ouais, c'est très bien. Et toi, donc, t'en penses quoi? Moi, je suis assez fan. J'avoue que j'aime beaucoup. Après, ce qui m'embête le plus, en fait, avec ce jeu-là, c'est que je me dis que il va falloir jouer toutes les parties peut-être avec les mêmes gens pour que la difficulté croissante soit équilibrée d'une partie à l'autre. Ouais. Pour ne pas être tout le temps obligé de refaire l'enveloppe numéro 1 avec des nouveaux joueurs. C'est typique de ce genre de jeu, j'ai envie de te dire, parce que c'est comme des The Crew, c'est pareil. Voilà, mais c'est un peu ou le même problème Time de tous Bomb, ces jeux-là. t'es obligé de jouer forcément avec des Bomb gens. Buster. Bomb Buster, pas Time Bomb, effectivement. Time Bomb, c'est autre chose. Mais Bomb Busters, effectivement, il faut jouer avec les mêmes joueurs pour pouvoir évoluer, et puis parce que forcément, ça se corse. C'est ça, voilà. donc c'est un petit peu la problématique de ces jeux-là en général. Donc c'est ce qui me fait peut-être le plus, un petit peu plus peur. Oui, mais voilà. sans que ce soit vraiment effrayant non plus. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est une très bonne découverte, Tech Time. On attend avec impatience sa sortie. Pour Essen aussi, je crois. Non, je sais plus. Clément, il va nous le dire. Tiens, Wana, c'est prévu pour quand? Tech Time 4 octobre, voilà, juste avant Essen. Et voilà. Écoute, on continue? On continue. Allez, c'est parti. Nous sommes sur le stand de Blue Cocker actuellement pour essayer le dernier jeu de Fabien Gridel. Voilà. Fabien Gridel, il a fait notamment Turing Machine. Ou Path of Civilization. Ou Chronologique dernièrement également, qui travaille souvent avec Johan Levé. C'est un bon duo. Et là, il est tout seul sur ce jeu. Avec les derniers droïdes. Et c'est un jeu qui sort en septembre. Et là, en fait, on va être sur un jeu où on va construire ou démonter des droïdes. C'est ça. Et on a joué à 4 ici sur le stand. Et en fait, à 4, la particularité, c'est qu'on joue en équipe. Ouais, 2 contre 2. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. C'est très intéressant. Parce que, en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que, par exemple, si j'ai mon coéquipier à côté de moi, ça veut dire qu'à la fin de la partie, c'est le moins bon score des deux qui va compter pour la victoire. Ouais, ça, il faut faire gaffe à ça toute la partie. C'est ça, il faut faire vraiment équilibrer, que l'un n'avance pas trop sur les points qu'il collecte et l'autre pas du tout, parce que voilà, ça c'est vraiment sympa, parce qu'il faut vraiment compter au fur et à mesure. Et là, vous avez été particulièrement bonne tout à l'heure avec Anne-Gaëlle des Chroniques des Meeple, à qui l'on fait un gros coucou, parce que moi j'ai joué avec Sébastien, Kiki, son compagnon. C'est ça. Et du coup, en fait, vous avez eu le score parfait. Pas peu fier, en fait, toutes les deux, on avait chacun 68 points. Donc, voilà, alors que moi j'avais 60 et Kiki avait 62 points, non 66 points. Donc en fait, c'est mes 60 qui ont été pris en compte. Ouais. On va vous montrer le matériel du jeu un petit peu, puisque vous avez ici la boîte du jeu qui va vous servir pendant la partie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez les 2 petits compartiments qui sont juste ici. Alors à 2 joueurs, je peux pas trop vous dire comment ça marche parce qu'on a joué qu'à 4. Ouais. Mais en tout cas à 4 joueurs, donc en équipe. Si j'ai mon coéquipier juste à ma droite, ça veut dire que je vais prendre 2 cartes ici à gauche. Mon coéquipier va prendre 2 cartes à sa droite et il va donner une carte à son adversaire en face de lui et moi je vais te donner une carte. C'est ça. Si la boîte est retournée sur le prochain tour, ça veut dire que c'est moi à nouveau qui prends 2 cartes. Mais par contre, ce coup-ci, je vais donner une carte à mon coéquipier et une carte à moi. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes-là ? Eh bien, soit on va les conserver du coup en payant ce qui est indiqué en bas à gauche de la carte, donc les ressources qui sont soit des engrenages, soit des gouttes d'huile, soit des petits circuits imprimés, soit des batteries. Et la batterie, c'est un joker qui va compter pour n'importe quelle ressource. Donc soit je paye et je garde, et à ce moment-là, je construis. Je vais bénéficier de l'effet qui est sur la carte et des points de victoire qui sont en bas à gauche. Soit je décide de récupérer des ressources en démontant le robot. Et du coup, là, je récupère par exemple une goutte d'huile et 2 circuits imprimés. On récupère donc les pièces de notre robot qu'on a démonté. Du coup, on va collectionner les cartes. Il y a 6 types de robots. Les robots vont nous apporter des points de victoire différents, des feuilles, différentes choses qu'il va falloir compléter pour pouvoir essayer d'aller chercher des cartes objectifs qui vont se trouver ici. Alors, c'est pas vraiment des cartes objectifs, c'est des robots améliorés, on va dire. Des robots améliorés, mais qui vont nous donner des points de victoire, en fait, parce que c'est comme des objectifs. Il va falloir cumuler tout un. Par exemple, si on prend, je ne sais pas, cette carte-là. Si on prend cette carte-là, vous allez avoir, il va falloir à un moment donné construire ce robot et vous allez pouvoir, si à la fin de la partie, vous avez collectionné tous les types de robots, et ben vous aurez 12 points de victoire. Voilà. Donc ça fait un bel objectif à réaliser et effectivement, ce sont des bons points de victoire. Si vous ne la réalisez pas, vous gagnerez 4 points. Donc soit ce seront des cartes qui vous obligeront à avoir une certaine collection de cartes, soit ce sera des points
de victoire immédiate, parce que par exemple il y en a une qui vous donne 12 points de victoire tout de suite, donc ça c'est intéressant. Et là vous avez le râtelier, voilà, avec les petits compartiments, donc vous êtes limité dans le nombre de ressources disponibles au début, mais vous allez pouvoir rajouter des petits éléments par-dessus pour pouvoir remettre des ressources. Bien de stocker plus de ressources. Voilà, c'est très complet. J'espère qu'on n'a pas été un peu. On peut pas aller beaucoup plus loin sur les règles. Hein. On essaiera de vous réexpliquer mieux ça sur la chaîne une fois qu'on aura le jeu. Solo. Oui, il y a un mode solo. Il y a un mode solo pour ceux qui aiment ça, et puis ça se joue donc de 1 à 4 joueurs, sachant qu'à 4 c'est en équipe. Et t'en as pensé quoi alors ? Et ben en fait moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là, parce que du coup ça nous obligeait vraiment cette gymnastique à essayer de pas avantager évidemment l'autre joueur, l'autre équipe adverse quand on devait lui donner une carte sur les deux, et également le fait de devoir surveiller en permanence les points pour essayer d'équilibrer avec le copain d'à côté. Il y a un vrai dilemme sur le choix des cartes, effectivement, sur ce qu'on construit. Et parfois aussi, comme on voit les cartes qui arrivent après et qu'on sait qu'il y a une carte qui nous intéresse, et il y a des fois on se dit non, je construis pas celle-là parce qu'il me faut vraiment les ressources pour la carte suivante. Et franchement, c'est très profond. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a vraiment un apprentissage, je pense, à faire. Bien sûr. Et de la tactique à faire vraiment avec notre coéquipier, c'est top. Voilà. Et puis une belle découverte. Évidemment, on peut aussi échanger des ressources. Donc vous avez la possibilité d'échanger des ressources pour obtenir des batteries, etc. Voilà. Bon, voilà. Et bah super. Et alors, c'était très bien. Et Fabien, bravo encore une fois. Ouais, super. Alors là, maintenant, ça va être à moi de te présenter un jeu. Oui, parce que moi, j'étais occupée. J'étais en train d'enregistrer un podcast. Donc, écoutez prochainement le podcast. Vous aurez le plaisir d'entendre quelques nouveautés. Oui, parce que n'oubliez pas d'aller écouter les podcasts, évidemment, de Stéphanie sur toutes les plateformes de streaming et même sur YouTube. Vous les retrouvez aussi sur YouTube chaque fois. Donc là, j'étais avec Sepio, l'illustratrice. Voilà, vous et là, je vais te faire découvrir le dernier jeu, le prochain jeu, mais qui sort fin août, là, de Days of Wonder. Vous en avez un aperçu derrière moi. Il s'agit de la bataille de Hoth. Voilà, donc ça c'est le nouveau jeu donc dans l'univers Star Wars avec la mécanique de Mémoire 44. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Mémoire 44, vous ne serez pas perdus. C'est pour 2 à 4 joueurs. Donc alors quand vous jouez à 4 joueurs, vous jouez en équipe, l'un contre l'autre. Cool. Et sinon à 2 joueurs, c'est là où je pense le jeu est le mieux, parce que c'est un jeu vraiment de duel, de conflit, de prise de territoire, non, c'est ça ? Voilà, alors en fait vous avez le scénario que j'ai joué tout à l'heure, c'est vraiment celui de la bataille de Hoth, où en fait l'Empire arrive et essaye d'aller détruire les générateurs de la planète pour enlever la protection. Et du coup les rebelles protègent leurs générateurs dans les tranchées, dans la neige et tout. Donc ça c'était vraiment très, très cool, parce que forcément quand on aime Star Wars, en fait, même si vous n'aimez pas trop la mécanique de Mémoire 44, déjà si vous aimez Star Wars, ça va déjà vous aider, parce que vous allez retrouver des petites figurines qui sont quand même vachement quali. Donc c'est super cool. On a des quadripodes. Ah oui, j'adore ça. Voilà, on a les unités, évidemment l'infanterie. On va retrouver également les sondes. Tu sais, ils font bip 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 bip. Et puis vous allez au niveau des rebelles, vous allez avoir les snow speeders. Donc les petits vaisseaux qui, normalement dans le film, mettent un espèce de lasso autour du pied, un câble d'acier autour des pieds pour faire tomber les quadripodes. Là non, vous n'allez pas pouvoir faire ça, mais vous allez pouvoir attaquer les quadripodes. Et pour le coup, je ne sais pas combien il y a de scénarios dans la boîte, mais il y en a quand même un paquet. Et il y a un mode campagne. Donc voilà, donc ça va être vraiment sympa. Alors le principe, c'est que vous allez avoir des cartes actions qui vont vous permettre de jouer donc soit vos infanteries, soit vos unités plutôt blindées, soit les sondes ou quoi. Et en fait, vous allez déplacer ça par rapport à 3 positions sur le plateau. Le plateau est coupé en 3. Donc côté gauche, droit et milieu. Et vous allez donc avoir des unités à déplacer, activer. Vous allez choisir vos unités, vous allez soit les déplacer, soit les laisser où elles sont. Et vous allez avoir, suivant les unités que vous allez jouer, un certain nombre de dés que vous allez pouvoir jouer, et pour attaquer tel ou tel truc, il va falloir faire tel ou tel résultat. Voilà, en gros, c'est simple. C'est quand même stratégique dans les choix, mais évidemment, on est sur du tirage de dés, donc on reste sur quelque chose d'assez hasardeux. Ok, donc il va falloir aussi s'adapter à ce qu'on a. Alors après, du coup, il y a évidemment des petits pions en plus qui vont permettre, par exemple, à des infanteries de l'Empire de ne pas se déplacer. Et si elles ne se déplacent pas avec ce pion-là, en fait, elles peuvent relancer des dés. Donc par exemple, ça c'est plutôt sympa. Mais vu qu'elles n'avancent pas, il y a des chances que leurs ennemis soient loin. Et plus tu es loin, moins tu lances de dés. Donc voilà, c'est des choix à faire. Mais en tout cas, c'est la bataille de Hoth. Donc ça sort fin août. Et j'y ai joué tout à l'heure. Franchement, c'était un gros kiff de Star Wars. Voilà, d'essayer ça et de jouer. Et toi, t'aimes les jeux de duel, il faut le dire. Ouais, oui, j'aime bien la bagarre.
J'aime bien la bagarre. La bagarre. Et alors, on gagne comment en fait? En allant dans la zone de là, l'eau? alors, ça dépend du scénario. Ça dépend des scénarios. Là, l'Empire devait détruire les 2 générateurs pour gagner, alors que les rebelles devaient détruire 5 unités de l'adversaire. D'accord. Donc des unités, c'est un groupe entier, ça va être 4 personnages par exemple. Ça, 4 personnages sur la même hexagone, c'est une unité. Ok. Et du coup, tu en récupérais un quand tu arrivais à détruire toute l'unité. Et il fallait avoir 5 unités détruites adverses pour pouvoir gagner la partie. Ça marche. Ok. Du coup, j'ai gagné la partie, j'étais bien content. Bah oui, bah voilà, c'était une partie. J'ai joué les rebelles pour le coup. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu cheaté côté Empire parce que ça y allait quand même pas mal. Puis finalement, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir et donc c'était cool. Et bah voilà, super. La bataille de Hoth. Et bah moi j'ai hâte de tester maintenant. Voilà. Allez, on va découvrir autre chose. Ça marche. Nous sommes maintenant chez Studio H. Voilà, Studio H avec Incantibus, le prochain jeu qui va sortir, d'ailleurs je ne sais pas quand, mais qui va bientôt sortir. Et de Charles et Cléo Chevalier. Pardon ? C'est Charles Chevalier et sa fille Cléo. Exactement. Voilà. Et dans ce jeu au matériel absolument magnifique, déjà la boîte, c'est une boîte qui s'ouvre magnétique, un grimoire, avec un couvercle magnétique, c'est un grimoire. Et en fait dans ce jeu nous allons jouer les apprentis sorciers. Et on va fabriquer des potions, on va aller combattre des monstres, etc. On va récupérer des ingrédients. Ça va être formidable et tout ça, on va le faire grâce à notre petit plateau personnel qui est là. Et vous avez des cases, voilà notre sacoche. Ça ressemble un peu au sac de... C'est les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, oui, t'as raison. Voilà, dans lequel il a une petite sacoche avec énormément de choses dedans. On peut mettre plein de trucs dedans, c'est magique. Et en fait, on a des emplacements, comme vous voyez ici, pour mettre des ingrédients, des ingrédients pour fabriquer des potions sur la gauche. On va avoir, voilà, les petits... Non, ça, c'est pas un ingrédient pour le coup. Ça, c'est une arme. Vous allez avoir des emplacements pour fabriquer des potions, on va avoir des monstres, des pièces, etc. Et le but du jeu sera d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, sachant que vous avez des points de victoire sur des objets. Par exemple, les potions là, elle va rapporter 7 points. Ouais. Mais si vous l'utilisez à la fin pour combattre les sorciers, vous la perdrez. C'est ça, mais on va gagner des sorciers plus forts. Enfin, des points qui vont nous rapporter plus de points. Allez, tu nous expliques un petit peu le principe ? Alors, attends, je repose ça, voilà. Alors, en fait, chacun va avoir une baguette magique. Voilà, donc par exemple, tu prends celle-ci, je prends celle-ci. Alors les baguettes, la particularité, c'est qu'elles ont des petits bandeaux ici. Donc ici, on voit qu'il y a une baguette avec 2 petits bandeaux, l'autre avec 4 bandeaux. Ça va nous donner l'initiative, en fait. Si on pointe le même ingrédient ou le même monstre ou la même potion, peu importe la chose que l'on veut récupérer, la personne qui a le plus de traits va gagner l'initiative, donc va remporter le duel. Mais bien sûr, à un moment, on va s'échanger les baguettes. Voilà, parce que du coup, l'autre joueur n'aura pas eu d'ingrédient ou le jeton en question, mais par contre, il va récupérer la baguette la plus forte, parce que ça, évidemment, comme ça va tourner. Donc comment ça se passe ? Donc là, on va commencer à s'affronter finalement dans un donjon. Dans une tour. On va descendre jusqu'au sous-sol, jusqu'au douve pour aller après affronter les monstres. Les monstres ou les sorciers, en effet. Donc ici, on va nous indiquer de mettre 7 ingrédients visibles, face visible. On a 2 types de jetons. On a ceux qui ont des petits œils visibles, voilà, et les jetons mystères. Donc ça va être les jetons face cachée ou face visible. Donc là, on va en positionner 7 au hasard. Hein. Tac. Et là, on peut voir qu'il y a différents ingrédients. On a des citrouilles, on a des mandragores, mais là, on n'en a pas. Il y a des pieds, il y a des armes. Là, il y a une arme, la petite boule bleue, c'est une arme. Il y a un piège ici. Ça, ce sont des choses qui vont nous permettre d'attraper des monstres lorsqu'on va les chercher. Voilà. Donc, en fait, là, qu'est-ce qui va se passer ? Chacun va essayer de repérer ce qui l'intéresse. On va compter jusqu'à 3. On va dire faire la formule magique. Incanto. Et on va pointer ce que l'on souhaite prendre. Donc là, voilà, moi je vais récupérer tout simplement l'arme pour battre, je pense, un vampire. Voilà. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles ou qu'il n'en reste plus qu'une. Et après, la dernière, on la défausserait dans la douve. Voilà. On peut bien sûr, une fois qu'on a les potions nécessaires, une fois qu'on a les ingrédients nécessaires, on pourra aller pointer directement la potion qui nous intéresse. Au lieu d'aller pointer une tuile sur l'emplacement de la tour, on va aller pointer une potion et donc on va défausser nos ressources sur notre plateau pour obtenir. Nous avons ça et ça. Voilà. Je défausse ces 2 ingrédients. Hop. Et je viens chercher une petite potion qui m'indique les ingrédients en question. Voilà, tout simplement. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait effectivement descendu l'intégralité du donjon. Il y a une chose que tu oublies, c'est qu'à chaque fois que l'on va à un étage, en fait, on retourne un petit sorcier.
ça va nous permettre d'anticiper l'ingrédient qui va nous permettre de battre ce sorcier. En l'occurrence, ici, ce sera la potion bleue. Voilà, il faudra avoir une potion bleue pour pouvoir aller le combattre. Voilà. On va faire ça sur les différents étages. Donc nous avons aussi ces jetons mystères que nous allons retourner dès qu'on va les pointer. Donc là, le parchemin, très bien. Le parchemin, si je le récupère, va me permettre d'aller chercher ici le parchemin de mon choix, ça va être des bonus. On va pouvoir aller chercher ici la pierre philosophale qui va être un ingrédient qui va pouvoir nous remplacer n'importe quel ingrédient, etc. etc. Une fois qu'on aura donc, à la fin, on aura descendu tous nos donjons, tous nos étages, on va aller se battre contre les différents Alors en fait, sorciers. Tous les sorciers que l'on aura retournés pendant la partie, qui seront visibles, iront dans la fosse et on va essayer de les combattre. Tout à fait. Donc soit on va combattre des sorciers visibles, soit on va combattre des sorciers face cachée. Mais si on les combat face cachée, on n'aura peut-être pas ce qu'il faut pour arriver à les capturer. Et si on ne peut pas les capturer, ce sera des points négatifs. Et puis si on peut les capturer, en fait, on sera obligé de le faire. C'est-à-dire que peut-être on sera obligé de se défausser de potions ou de choses qui nous auraient permis de gagner plus de points qu'en ayant le sorcier. Mais voilà, c'est un double tranchant. C'est un petit choix à faire. Et donc là, si j'ai combattu Dracula à un moment donné, et si j'ai Dracula, je vais pouvoir donc aller récupérer ce sorcier. Voilà. Et donc comment ça se passe à la fin? Le décompte des points. On ira compter dans notre tous nos points de victoire. Voilà, tous nos points de victoire dans notre besace. Des points de victoire. Donc les potions, si on a pu les conserver, voilà. Les pièces d'or et puis tous les sorciers que l'on aura pu récupérer, voilà, plus tous les parchemins, etc. Et ça va nous définir le vainqueur, sachant qu'en cas d'égalité, c'est celui qui a la baguette la plus forte, je crois, qui gagne. La plus forte à la fin. Voilà. Tout à fait. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je me suis beaucoup amusée. Là, on a joué une partie entre adultes. Pour le coup, c'est un jeu familial. C'est un jeu familial, voilà. Donc je pense que ça, avec les enfants, ça va cartonner. Voilà, c'est très ludique avec les objets. L'édition, elle est juste incroyable. L'insert, regardez l'insert. C'est juste incroyable. Le plateau, c'est le jeu, c'est le plateau, c'est l'insert, c'est juste magnifique. Et on s'est bien amusé entre adultes là, franchement. Et il y a beaucoup d'interactions, donc c'est ça qui est chouette. Carrément. Il y a beaucoup d'interactions et puis on n'est jamais frustré non plus parce qu'on peut récupérer. Enfin, il y a un peu de frustration quand on récupère pas ce que l'on souhaite, bien sûr. Mais comme on échange les baguettes, au tour suivant, on sera peut-être les plus forts, donc c'est top. C'est ça. Moi c'est pareil, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé ce côté où effectivement on échange les baguettes quand on est de dessus. Il y a, je sais pas si tu l'as dit, mais si par exemple on est à 3 sur une baguette, en fait c'est celui qui a la baguette la plus forte qui va remporter le jeton. Ouais. Et qui va échanger avec celui qui a la baguette la plus forte, ce qui fait que celui qui se retrouve au milieu, il gagne rien. Et puis voilà. Donc ça c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant, mais la frustration est limitée, donc ça fonctionne. Et puis l'univers est chouette, les personnages sont chouettes, les illustrations sont magnifiques. Enfin franchement, le jeu il est béton. Il est béton. Voilà, ça c'est un très bon jeu familial pour jouer les apprentis sorciers. Et super. C'était Incantibus. Incantibus. Allez. Nous sommes à nouveau dans l'espace pro d'Asmodée avec la prochaine nouveauté de Space Cowboy. C'est Space Cowboy qui nous propose D1. D1. C'est un jeu des auteurs Johan Goupy et Johan Levé. Donc ça, c'est pas pour tout de suite, c'est pour janvier 2026. Janvier 2026, mais c'est déjà très très bien avancé. Voilà, c'est plus que du proto là, c'est presque de la pré-prod. Exactement. Là on est vraiment sur des versions. Alors c'est work in progress, mais enfin franchement, on sortirait le jeu demain comme ça. Ça marche. Ce serait exactement la même chose. C'est très propre. Alors on vient d'y jouer. On vient d'y jouer. On a joué une partie complète à 4 et c'était plutôt sexy quand même. Quel est le but du jeu? Ce sera de faire le maximum de points de victoire. Et pour cela, vous allez avoir un petit plateau personnel comme ça. Alors vous avez une tuile objectif qui est sur la gauche là. Si tu peux montrer du doigt sur mon plateau parce que je peux pas tout faire. Voilà, super. Donc ça c'est une tuile objectif que vous allez choisir parmi une rivière de tuiles objectif qui se trouve juste ici. Au départ. Et en fait, vous allez devoir essayer de la choisir plutôt judicieusement par rapport à votre position de départ. Puisque moi, par exemple, ma position de départ, pour le jaune, c'est juste ici. Donc vous voyez que au début, j'avais fait l'erreur. En plus, j'avais pris une tuile objectif qui me donnait des points par rapport à des arbres, sauf que je suis très loin des arbres qui sont juste ici, puisque nous avons différentes zones de jeu. Voilà. Nous avons les déserts, les montagnes, l'ocre, alors je sais pas ce que c'est, les montagnes, les terres arides, en fait. Voilà, les terres arides, l'eau, et puis les forêts. En fait, nous sommes dans un monde un petit peu qui renaît en fait après une espèce d'apocalypse. On est un peu au monde préhistorique en final, un petit peu, et on doit
effectivement découvrir le monde, aller chercher des ressources et aller mettre des huttes un petit peu partout pour faire nos objectifs. Voilà, donc nous avons différentes huttes juste ici. Donc la première hutte, vous voyez qu'elle n'est reliée à rien. Par contre, la deuxième, il y a un petit trait blanc qui la relie à une tuile objectif, ici. Une case d'un emplacement objectif. Ça veut dire que si j'arrive à poser cette tuile, eh bien, je vais aller chercher à nouveau un objectif dans la rivière ou alors face cachée, donc ce sera au hasard et je pourrais l'intégrer ici et du coup je pourrais faire ça 4 fois puisque j'ai 3 huttes qui sont reliées à différentes tuiles objectifs et les autres petites huttes qui sont juste à côté, eh bien elles sont reliées à un emplacement de carte. Ça veut dire qu'en fait je vais pouvoir ajouter une carte de ma main au moment où je vais débloquer cette hutte et cette carte eh bien, va m'apporter une ressource de terrain. Une ressource de terrain ou et une ressource éventuellement une ressource de, par exemple ici, des pierres précieuses ou du feu, etc. Ou des petites médailles comme par exemple ici. Et en fait ces fameuses petites médailles, etc. vont vous permettre de remplir les objectifs qui sont indiqués juste ici. Donc là, quel est cet objectif ? Je vais devoir avoir des huttes ou des cartes sous mon plateau qui ont des médailles, donc qui sont dans des zones où il y a des médailles, ou alors, je vais devoir également avoir des huttes proches des zones d'eau, donc soit avoir des cartes d'eau en dessous, soit avoir des huttes, comme par exemple la rouge qui est ici, qui est à côté d'une zone d'eau. Sauf que si je dois avoir 3 zones d'eau dans cet objectif, il va falloir que j'ai une hutte non seulement comme la rouge ici, mais comme la violette ici sur une autre zone d'eau, et puis comme par exemple la rouge ici sur une 3e zone d'eau. C'est ça qu'il va falloir arriver à faire. Donc c'est pas simple. À chaque tour, vous avez soit le choix d'aller chercher 2 cartes, parce il va falloir aller chercher des cartes forcément pour avoir des ressources. On en a 2, il va falloir essayer donc à votre tour, vous avez le choix d'aller prendre 2 cartes, mais forcément adjacentes. Des cartes adjacentes. On pourra prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et la première n'est pas adjacente à la dernière. Voilà. Donc, soit ça, soit poser une hutte. Voilà. En gros, c'est ça. Vos options, ce sont celles-ci. Et après, pour avoir le droit d'aller poser une hutte, donc, bon, là, le terrain est déjà bien pris, mais si, admettons, la hutte jaune veut aller poser une hutte ici, il va devoir défausser une carte gratuite. Alors, une carte, alors pas gratuite, une carte, peu importe. Quelle carte. Voilà. Ensuite, il va devoir défausser une carte rocher et ensuite une carte ocre pour pouvoir mettre sa hutte ici. Voilà. Donc, on va défausser. Admettons, il a ça en main, il défausse la montagne, une carte gratuite d'ailleurs, d'abord, une carte peu importe, une montagne et une terre ocre et il va poser donc sa petite hutte ici. Juste ici. Et ensuite, à chaque fois que je vais repartir d'une hutte, donc je peux très bien repartir de ma première hutte qui est sur une zone neutre, la zone blanche, mais sinon je dois repartir d'une autre hutte en payant le sol, la carte avec le sol sous la hutte de départ et ensuite en payant ce que je dois payer. Admettons que tu as une hutte ici, tu veux aller construire à la montagne ici, tu vas pouvoir partir de cette hutte, il va falloir payer une ocre, une bleue parce que tu descends la rivière. Même s'il y a 4 tuiles d'eau, en fait, tu descends la rivière pour une eau et ensuite tu vas défausser une montagne et tu peux te poser là. Voilà, c'est ça le principe du jeu. Après, vous avez des cartes objectifs comme ça, des tuiles objectifs de départ qui vont vous donner des façons de scorer. Comme par exemple ici, tout regroupement de 2 huttes, c'est pas facile à dire, de huttes adjacentes. Vont vous rapporter 4 points. C'est la fin de journée. Si vous avez par exemple 4 huttes comme les 4 vertes ici, ça vous fait qu'une seule zone, donc ça vous fait 4 points. Donc à chaque fois il va falloir que les zones soient séparées. Comme par exemple ici, le rouge est bien séparé d'ici, ça fait 4 et 2, 8. 4 et 4, 8, pardon. Voilà. Et la partie se termine, donc dès que toutes les huttes ont été posées, dès qu'un joueur a posé sa dernière hutte, on termine le tour en cours et c'est terminé et on compte les points. Qui est indiqué avec cette tuile là dans son coin. Donc alors, t'en as pensé quoi ? Moi j'ai trouvé ça vraiment sympa parce que finalement à l'explication des règles, je me disais oh là ça a l'air pas si simple et puis en fait quand on joue, en fait c'est fluide. À 4 il y a énormément d'interactions parce qu'en fait moi j'avais on peut se bloquer, on peut se gêner les zones. À chaque fois que je prévoyais d'aller quelque part, il y avait toujours le joueur violet qui est là qui me prenait la place avant et j'ai mais mince. Du coup j'étais obligé de rechanger. Ouais. Et en plus, mes plans, etc. Quand on passe dans un territoire où il y a déjà des huttes, on ne défausse pas juste les cartes, on les donne à l'adversaire. C'est-à-dire que oui, voilà, la carte que tu aurais défaussée pour payer le terrain en question, en fait tu la défausses pas, tu la donnes au propriétaire de la tuile. Donc du coup tu lui donnes un avantage. C'est ça. Parce que ça fait des cartes supplémentaires. Donc il y a de l'interaction, et on se creuse la tête quand même. Les objectifs, alors attention à bien les choisir à chaque fois que vous allez poser une objectif dans votre zone, parce qu'il y a des objectifs, ça va être compliqué, on va pas pouvoir
pouvoir poser, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huttes à poser. Donc vous imaginez bien qu'il ne va pas falloir prendre des objectifs trop différents. Donc il va falloir faire attention à ça et faire attention à ce que font les autres. Ouais, je trouve que c'est très tactique, mais en même temps, c'est taquin et c'est tactique. Moi, ça me plaît. C'est ça. Ouais. Et puis en même temps, on construit notre petit truc, on prévoit, voilà, ça se passe pas toujours comme dans le film. Il y a de la programmation, mais c'est effectivement... vraiment sympa. Et puis en termes de points, finalement, on s'est fait un peu dégommer par un des joueurs, mais les 3 autres joueurs étaient vraiment dans un mouchoir de poche, comme disait je sais plus qui. Et la direction artistique est super belle, moi j'aime beaucoup. A priori, c'est le premier jeu de... C'est l'animateur de Pékin Express qui dit ça. Ah, peut-être bien. Dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche, t'as raison. Donc voilà, en tout cas, D1, c'est une belle surprise de ce festival. Ouais. Franchement. C'est un beau jeu à venir de chez Space Cowboy, donc voilà, bonne découverte. Et du coup, j'espère que vous serez également tentés de l'essayer. Ouais. Et ben voilà les amis, nous sommes de retour dans le studio. Pourquoi ? Parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup à PEL. Eh oui. Ça a fini vraiment en orage et pluie, quoi. Donc, voilà, donc le dernier jour c'était un peu la cata, on va pas se mentir, il y avait des grosses rafales de vent, il y avait les jeux qui s'envolaient de partout, le matin les éditeurs ils étaient en PLS parce qu'il y avait toutes les tables trempées. Ouais, puis il y avait des tentes qui n'avaient pas de protection sur les côtés. Il y en a qui avaient des bonnes bâches sur les côtés et donc il n'y avait rien du tout, c'était un peu la misère. Bon. Donc, on a pu jouer quand même à peu près jusqu'à 15h, mais après il était temps de partir quand même. Voilà, et donc voilà, c'était donc pour conclure cette vidéo, donc on vous a présenté 7 jeux, hein. C'est 7 jeux quand même dans cette vidéo. Okay. Ouais. Et du coup, je voulais savoir, parmi les 7 qu'on vient de présenter, si tu devais en choisir qu'un, lequel tu prendrais ? Je crois que je choisirais les derniers droïdes. Les derniers droïdes, le jeu de Fabien Gridel. Ouais, chez Blue Cocker, parce que franchement, j'ai adoré l'expérience de jeu à 4 et de 2 contre 2. Est-ce que tu penses que si vous aviez perdu avec Anga, tu aurais pris le même jeu ? Alors c'est vrai que c'était une belle victoire avec Anne-Gaëlle. Je pense que oui quand même, parce que ce que j'aime beaucoup dans le jeu, déjà le côté bidouille, quoi. Un peu le côté, t'as vraiment l'impression de bidouiller tes robots, de récupérer les pièces, de ranger les pièces. Trouver les mécaniques sympas, le côté des cartes qu'on se distribue, qu'on se répartit. Il y a quand même des choix stratégiques à faire. Alors même si j'ai pas encore il y a beaucoup de profondeur du jeu, donc en fait j'ai pas encore capté tout, quoi. Il y avait des choses où on réfléchissait encore, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Je pense qu'à force ce sera beaucoup plus fluide, mais il a un côté jeu initié qui donne vraiment envie de s'y remettre, quoi. Et je me demande si dans le jeu de Imaginarium de Bruno Catala, je crois qu'on pouvait aussi détruire des machines comme ça, récupérer des ressources. Il me semble qu'on avait déjà ce principe. Moi si je devais en garder qu'un, ce serait Star Wars, la bataille de Hoth, parce que c'est celui qui m'a fait vivre une histoire, et en plus une histoire incroyable, parce que j'avais l'impression de vivre vraiment devant moi cette scène mythique où l'Empire essaye de venir détruire le générateur. Voilà, j'ai vécu un moment super, même si je connaissais pas d'ailleurs mes adversaires, parce que c'était un monsieur avec ses 2 enfants, donc du coup j'ai vécu vraiment un truc cool, et j'ai très très hâte de vivre à nouveau l'expérience et de découvrir les nouveaux scénarios. C'est la sensation de jeu et les émotions que ça t'a créé, quoi. Ouais, voilà, c'est le seul jeu. Ah, c'est important. En tout cas, c'est celui qui m'a raconté la meilleure histoire quand je l'ai vécu. Donc ça, c'est cool. Je comprends. Du coup, ça me frustre un peu parce que c'est le seul jeu que j'ai pas essayé sur le lot. Du coup, on attendra de l'avoir à la maison pour que je te le fasse essayer, puis pour vous l'expliquer vraiment en détail. En tout cas, on remercie les éditeurs qui nous ont reçus pour leurs belles explications. On remercie Anna, Clément et Hélène pour nous avoir expliqué tous ces jeux. On remercie On remercie Fabien Gridel, donc l'auteur des derniers droïdes. On remercie également la personne de chez Studio H qui nous a expliqué le jeu Incantibus, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et puis je crois que j'en oublie pas. Ici, on remercie également Anne-Catherine de Explorect pour nous avoir expliqué Premier Contact. Et moi, je tiens vraiment à remercier tous les bénévoles de ce festival. Exactement. Parce que, tu fais bien. Alors, bien sûr, il y a tous les animateurs des stands payés par les éditeurs, j'imagine, etc., ou les distributeurs, ou pas. J'en sais rien, mais en tout cas, tous les animateurs des stands qui sont là. Mais les bénévoles, c'est plus d'une centaine de bénévoles, PEL, et c'est incroyable l'énergie qu'ils ont. Ils sont même quasiment 200, je crois. Ouais, c'est peut-être plus que ça, ouais. Ils ont une énergie de dingue. C'est une remarque que je m'étais déjà faite en y allant les fois précédentes. Ils ont une énergie de dingue. Ils ont la banane tout le temps. Ils sourient, ils dansent, ils chantent. En plus, en tant que pro, presse, etc., on a pu vivre des moments un petit peu privilégiés avec eux. Un after le samedi qui ne finissait pas. Enfin, voilà, des moments un petit peu privilégiés
Olivier qui sont super cool et ça c'est super accueil de leur part, donc bravo. Et c'est vrai que ce qu'on disait, si on devait donner une note sur l'accueil des festivals qu'on a pu faire, et ben sur l'accueil, franchement le PEL il est c'est le number one. Donc, et largement au-dessus de gros festivals comme Essener. PEL n'est pas le meilleur festival, mais par contre c'est là où on a le meilleur accueil. Ouais, je suis d'accord. Clairement. Voilà. Et ben écoutez, c'était le mot de la fin. En tout cas, j'espère qu'il y aura des bénévoles et des organisateurs, des gens de l'organisation de PEL qui écouteront ça et que ça leur fera plaisir parce que ça sort du cœur. Et puis maintenant, on vous dit rendez-vous. Le prochain festival pour nous, ce sera Essen en octobre. Donc là, ça va être ton premier Essen. Moi, ce sera mon 3e. Et on essaiera de vous faire découvrir à nouveau des jeux comme ça. Ça va être super cool. Et voilà. Et puis en attendant, il y aura plein de vidéos, plein de podcasts. Et puis, bel été à vous. Bel été, profitez bien des vacances. Et puis dites-nous en commentaire quel jeu vous a fait le plus envie peut-être. Exactement. Allez, maintenant que vous savez tout sur les jeux de PEL, et alors, tu joues quoi?